Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Qu'est-ce que j'ai regardé ce mois-ci, édition de janvier 2021. Une série, on espère, où je reviens sur les films que j'ai vus ce mois-ci, normal, vu le titre. Mais pas seulement, c'est aussi une série sur ma noble quête de regarder plus de nouveaux films que mon ami Romain. Et si vous voulez un peu plus d'informations sur le projet de ce type de contenu, je vous renvoie à la petite vidéo qu'il y avait avant. Voilà, c'est parti. Tout d'abord, quelle meilleure manière de décuver un 1er janvier qu'en regardant un film que j'ai poncé un bon nombre de fois. Spider-Man 2 est le meilleur film de super-héros adapté de l'univers des comic books avec The Dark Knight sans comparaison possible de mon point de vue. C'est la meilleure caractérisation de Peter Parker au cinéma parce qu'elle comprend un aspect fondamental qui est qu'être Spider-Man ne rend pas la vie de Peter Parker plus appréciable ou cool, mais est un costume qu'il a la responsabilité d'endosser. Cet opus est particulièrement appréciable parce que j'ai vu Evil Dead il y a pas si longtemps et voir la manière dont Raimi adapte son style cartoonesque dans un film de super-héros et un angle de visionnage super sympa à avoir. Pas besoin de réexpliquer que les scènes d'action sont particulièrement bien rythmées et efficaces car elles ont des enjeux émotionnels bien réels. La scène du train bien sûr en pole position même s'il y a match avec l'incendie. Mais avec Evil Dead en tête, celle qui ressort le plus c'est la naissance de Dr Octopus qui capture bien à quel point les tentacules peuvent être terrifiantes sans supervision. C'est un film qui est aussi paqué en talent au niveau du casting et je lui rendrai jamais assez justice en si peu de temps. Regardez-le. Puis comme j'avais rien d'autre à faire le 1er janvier, pourquoi ne pas enchaîner avec Pocahontas ? Il a terriblement mal vieilli ce film. Alors sur l'aspect visuel aucun souci, je pense qu'il est totalement capable d'être dans le top 10 de Disney. La palette qui est plus dans les tons bleus, azur et magenta lui donne un style propre qui fait que je pourrais être incité à le re-regarder juste pour ça. Après, c'est dommage que tout le talent des animateurs se déploie dans une chanson qui est globalement « Nous sommes tous intolérants, les Indiens aussi peuvent être racistes ». Après, je la connais par cœur, vraiment très monofilm quand j'étais gosse. L'histoire est problématique et honnêtement quand on est plus vieux, la romance entre John Smith et Pocahontas, au-delà du fait qu'elle est très révisionniste, a pas beaucoup de substance et est très rushée. C'est un des premiers films Disney qui me fait ça plus vieux alors que j'ai pas eu ce contre-coup avec d'autres. Grandir parfois, c'est compliqué. Puis le premier vrai nouveau film que j'ai vu en 2021, c'était Feels Good Man, un documentaire sur le même Pepe the Frog. Ça a l'air éclaté comme ça, mais ce documentaire est incroyable, croyez-moi. Déjà esthétiquement, c'est peut-être l'un des meilleurs montages de 2020, malgré l'utilisation de beaucoup de sources internet, l'animation est extrêmement professionnelle et élève réellement la qualité du film. Le ton humoristique est très maîtrisé et supporte une narration qui fait mouche. En même temps, quel sujet, comment un mème s'est retrouvé à être capital dans l'élection de Donald Trump. C'est captivant à la fois pour toute cette partie, mais aussi sur son portrait de Matt Fury, le créateur de Pepe the Frog. C'est très touchant de voir le parcours émotionnel d'un artiste qui voit sa création se faire tordre dans tous les sens à tel point qu'il ne la contrôle plus. Le documentaire fait beaucoup de défrichage à tel point que je pense qu'il est accessible à tout le monde sans avoir une culture internet hyper développée. Franchement, foncez. J'ai ensuite vu Waves de Trey Edward Shults dont le second film It Comes at Night était sympa mais m'avait laissé très perplexe. Il livre cette fois-ci un film bien mieux réussi selon moi. Alors, avec les trailers je m'attendais beaucoup plus à quelque chose dans la veine de Moonlight, mais le film tire beaucoup plus à un mix de Terrence Malick et des frères Safdie avec une pincée du clip LSD d'A$AP Rocky. Le résultat est somme toute un peu étrange et difficile à encaisser, ce qui fait que le film est en deux parties distinctes. J'avoue avoir un peu de mal avec la première, mais que tout a pris son sens dans la deuxième moitié. Ce qui est sûr, c'est que Schultz avait un concept et une idée en tête et qu'il est allé à fond dedans. C'est un réal qui place la famille comme point focal de ses films, et la mise en scène calque le changement émotionnel des personnages. J'adore particulièrement la transition entre les deux parties. Puis il y a deux acteurs que j'adore, Sterling K. Brown et Lucas Hedges, qui sont vraiment parfaits à chaque fois que je les vois dans une production. Et puis aussi, c'est un film avec du Frank Ocean, je peux pas rester indifférent face à ça. Après, j'ai vu Les Gremlins pour la première fois. Enfin, j'ai déjà sûrement vu Les Gremlins enfant parce que c'est un film présent presque chaque Noël, mais j'aurais été incapable de raconter l'histoire avant. Et globalement, si vous voulez un avis intéressant et beaucoup plus poussé que le mien, je vous incite très fortement à regarder Chroma saison 1 épisode 10 sur Dailymotion. Je suis d'accord avec ce que dit Karim Debache, et en plus, ça fera très plaisir à la plateforme d'avoir des vues. Mais très rapidement, c'est ultra bien, une sacrée réalisation très inspirée par les films de monstres des années 50, les Gremlins sont pas vraiment vieillis et je trouve même que leur utilisation dans le film a un certain charme, Gizmo est totalement mignon, j'ai juste un bémol plus au niveau des personnages principaux qui sont pas très intéressants par rapport aux secondaires et surtout aux Gremlins. Mais c'est vraiment être tatillon pour un film fait par un amoureux du cinéma, pour les amoureux du cinéma. Puis j'ai vu un Fincher un peu moins estimé que les autres réalisations du monsieur, en même temps bon, voilà quoi. Je trouve Panic Room très réussi dans
dans son utilisation de l'espace et la manière dont la caméra se meut. C'est peut-être un peu méta dans mon appréciation, mais ce que j'adore aussi c'est qu'on ressent bien comment le film a été écrit. La situation de base, ce sont deux personnages dans une safe room sans contact avec l'extérieur face à trois braqueurs essayant de rentrer à l'intérieur de la dite safe room. Les conflits sont clairs, les personnages bien posés et à partir de ça le film se déroule tout seul. Je pense que si on est tatillon, il y a moyen d'écorner la véracité du film mais c'est jamais ce qui m'intéresse et au sein de la diégèse du récit je trouve que tout fonctionne. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que je trouve la fin extrêmement punitive à l'encontre d'un personnage en particulier. Mais à part ça, je trouve que le visionnage de Panic Room est une expérience très agréable. J'ai enchaîné sur L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam que je voyais pour la première fois. Et ça a confirmé que j'ai du mal à rentrer dans son style, j'en suis vraiment très triste. Le grotesque ne marche pas sur moi pendant la majeure partie du film et je trouvais vraiment les performances ultra cringe et c'est d'autant plus dommageable quand on voit le casting. Il faut savoir que j'adhère pas du tout au Monty Python et Brazil ça a été très dur avant le final qui est lui magistral. Ici ça m'a fait un peu la même chose, au moins une chose est sûre, Gilliam sait y faire en matière de conclusion. J'ai vraiment l'impression de manquer un truc à chaque fois que je regarde un de ses films et je ne peux que vous recommander de vous faire votre propre avis parce que je serais pas un très bon juge de la qualité de ses métrages. Puis c'était au tour de Never, Rarely, Sometimes, Always de Eliza Hittman. Et oh putain, le coup de poing. Tout le monde doit voir ce film, je lui rendrai jamais assez justice en si peu de temps mais il a fracassé mon top 2020 et c'était pas une mince affaire quand le premier juste avant c'était L'Adieu de Lulu Wang que je ne peux que vous recommander aussi. Je manque de mots pour décrire l'expérience mais ça traduit fortement l'horreur du parcours que doit passer une adolescente pour obtenir un avortement aux États-Unis et j'ai passé beaucoup de mon temps de visionnage à dire des « oh non, oh mon dieu, oh putain ». Alors que j'étais tout seul, je fais jamais ça. Mais c'est pas seulement son sujet qui est ultra bien traité, la réalisation au plus proche des personnages qui nous fait ressentir le plus possible leur détresse est un sacré tour de force. Sans parler des actrices qui juste avec des jeux de regard et des non-dits expriment plus que beaucoup de gens. Ce film c'est une vraie chasse au talent. C'est pas le visionnage le plus facile mais je pense que c'est un film nécessaire et j'espère qu'avec le temps il gagnera la reconnaissance qu'il mérite. Puis C'était demain ou Time After Time dans sa version originale. Je ne sais pas comment je suis tombé dessus parce que c'est pas le film qui ressort dans ceux qu'on doit voir des années 70, mais le pitch m'a vite séduit. Orson Welles qui voyage dans le temps pour poursuivre Jack l'Éventreur. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour arrêter la vidéo et lancer le film. C'est sûrement le deuxième meilleur rôle ever de Malcolm McDowell après Alex dans Orange Mécanique. Le film est pas parfait du tout, loin de là, mais il est sacrément fun et brillant par moments. Il se regarde facilement avec toute la famille je pense, franchement allez-y, j'ai passé un bon moment. Puis, comme j'aimerais bien renforcer ma culture cinéma française qui est plus que lacunaire, j'ai pris le top sens critique des films français et commencé par la fin. Et donc en numéro 100, Au revoir les enfants de Louis Malle. Et bah, première grosse chialade de 2021, je devrais parcourir le top plus souvent. Je sais pas ce que j'ai avec les films d'époque sur l'enfance française, mais à chaque fois, ça fait mouche sur moi. C'est un portrait très tendre et honnête de l'amitié et de ce que c'était de grandir à cette époque. Ce qui est très fort, c'est que bien que l'histoire se passe en quelque sorte en périphérie de la Seconde Guerre mondiale, son impact s'en ressent tout le long comme une épée de Damoclès qu'on redoute. Et on n'y échappe pas malheureusement, j'étais inconsolable pendant tout le dernier acte. Par conséquent, Louis Malle est un cinéaste dont j'ai beaucoup envie de découvrir la filmographie. Puis tant qu'à faire, autant regarder le numéro 99, Les Misérables, de Ladjli. On était clairement sur une sacrée ambiance dans mes visionnages de films français en ce début d'année. Ce film est irrespirable avec une gestion de la tension remarquable. Clairement un fils spirituel de la haine de Kassovitz, mais qui cette fois mêle les points de vue des jeunes de la cité et ceux de trois policiers. Faisant sienne la maxime de Victor Hugo, mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Je suis admiratif de la structure du film qui installe bien chaque personnage dans le premier tiers pour les faire réintervenir ensuite dans le deuxième. Quant au troisième, j'ai des flashbacks traumatiques rien qu'en y repensant. C'est un grand film dans une année qui était pourtant tout aussi paquée en talent. Du coup, je me suis dit que j'allais un peu alléger l'ambiance en regardant une comédie culte, Y a-t-il un pilote dans l'avion du trio Zucker-Abraham-Zucker. Et je me suis bien marré. Le film tente un nombre assez incalculable de vannes à la minute, donc forcément on finit par y trouver son compte sans forcer. Mais c'est pas non plus à la recherche de la vanne facile, beaucoup d'entre elles sont amenées bien avant et exécutées parfaitement. L'influence de ce style d'humour est clairement encore palpable, ne serait-ce que dans l'humour absurde présent sur YouTube, un film qui passe tout seul. Après, je me suis intéressé à la trilogie de films inspirés du folklore irlandais du studio Cartoon Saloon en commençant par Brendan et le secret de Kells. Clairement le film le moins qualitatif des trois, mais pour un premier métrage c'est loin d'être indigne. Le style d'animation est très prononcé et expressif et l'atout principal de cette production. J'étais dedans pendant toute la première moitié mais j'adhère pas trop à la conclusion, je me suis détaché au fur et à mesure malheureusement. Cependant, si vous souhaitez explorer d'autres styles d'animation, il est loin d'être inintéressant. On enchaîne avec leur deuxième production, donc Le Chant de la Mer, qui est le plus beau film du studio. Il m'avait tapé dans l'œil depuis longtemps et est resté imprimé dans ma rétine bien après. Couplé au charme des légendes irlandaises, c'était un réel plaisir.
pour les yeux seulement malheureusement, parce qu'au niveau du contenu je peux pas exclure le fait que c'est un film qui manque de structure et qui invente ses propres règles au fur et à mesure pour faire avancer l'histoire. Et c'est bien dommage parce que je souhaitais qu'une chose, c'était de m'abandonner dans son style graphique, mais les incohérences m'en empêchaient. Je le trouve qui plus est inutilement méchant avec son protagoniste masculin, ce qui a encore moins aidé. Mais à en juger par les avis que j'ai pu lire, je fais partie de la minorité, donc regardez-le ne serait-ce que pour cette animation qui fait rêver. Et donc le dernier projet en date de Cartoon Saloon, Le Peuple Loup, ou son titre anglais plus stylé, Wolfwalkers, qui est sorti exclusivement sur les plateformes Apple aux États-Unis, mais tu connais le VPN, tout ça. Une immense réussite que ce film, où Cartoon Saloon arrive enfin à allier un style d'animation au charme immense à une histoire bien construite. Quel plaisir que ces traits faits à la main qui donnent un sens du mouvement tellement réussi. Chaque plan fourmille de détails pour ancrer le film, que ce soit dans la ville de Robin ou le bois des loups. Une fable très touchante sur l'amitié et l'amour en rempart contre le fascisme. Je sais pas trop s'il sortira en France vu le contexte, mais ce serait vraiment dommage qu'il ne gagne pas la notoriété qu'il mérite parce qu'il est disponible que sur Apple+. Puis, je ne vais pas vous l'apprendre, en janvier nous avons perdu un énorme acteur en la personne de Jean-Pierre Bacri. Un peu notre Bill Murray, mais à l'inverse de Bill Murray, j'ai presque rien vu de son travail. Donc il était temps de corriger ça avec Le Sens de la Fête d'Olivier Nakache et Eric Toledano. J'ai été très touché par ce film forcément à cause du contexte parce que Bacri en est le centre, mais aussi parce que c'est un film profondément tourné vers l'humain et la célébration de l'instant présent. Sentiment renforcé par la réalisation très inspirée de Birdman dans sa manière d'être au cœur des choses et par ses longs plans de dialogue qui font la part belle aux performances des acteurs. J'ai d'ailleurs fait un super cut sur Vimeo pour rendre hommage à cette réalisation si belle. Le lien est dans la description et je compte faire ça une fois par mois sur un film qui m'aura marqué. Le Sens de la Fête est un film magnifique que je ne peux que vous recommander d'aller voir pour comprendre ce que c'était que Jean-Pierre Bacri. J'ai ensuite vu Starship Troopers de Paul Verhoeven, faut pas forcément chercher de logique dans mes visionnages. Et quel plaisir que ce film, faudra m'expliquer comment le réal a réussi à le faire passer tellement la satire est incroyable, à tel point que ça échappe à beaucoup de gens j'ai l'impression. Je veux dire, entre Barney Stinson qui a un uniforme de nazi et les vidéos de propagande très in your face, je sais pas comment c'est possible. Mais ça doit sûrement venir du caractère très divertissant de l'action et de la réalisation avec des effets spéciaux qui n'ont pas vraiment vieilli. Le film serait hyper nul s'il n'était pas aussi consciemment caricatural, j'ai adoré. Et enfin, pour conclure, Peau d'âne de Jacques Demy. En vrai, qu'est-ce que c'est cool d'avoir accès à ces films sur Netflix. Je le trouve incroyablement beau à l'image avec un charme très féerique. Ça tient à toutes les petites touches de fantaisie imprévisibles comme des chevaux rouges ou des mecs bleus qui se baladent au calme dans le château qui impriment facilement le film dans notre cerveau. Jacques Demy a pas peur d'être bizarre dans son approche et même si ça s'essouffle un peu dans la seconde moitié du film, j'ai qu'une hâte de compléter avec les Demoiselles de Rochefort. Et ça conclut donc cette première édition qui vous aura intéressé, je l'espère. Au niveau des stats, on fait une belle perf à plus 6 par rapport à Romain avec un beau 18 à 10, mais avec 2 films déjà vus revisionnés. Ça aurait pu être intéressant de ne pas encore avoir une majorité de films post-2000 dedans, mais c'est déjà ça de prix, on a un peu grappillé sur les années 80 sans trop perdre sur le reste. Si vous voulez suivre tout ça avec plus d'attention, je note chaque film que je vois sur Sens Critique ou Letterboxd, ça vous permettra de savoir à l'avance de quoi je vais parler. Pour le reste, je vous fais confiance, je pense que vous connaissez la musique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et continuez à voir des films.